recevez mes salutations de partout où vous êtes en ce moment. Ce que vous voyez là, c'est une machine qui s'appelle spectromètre. Cette machine a pour mission de déterminer les composantes chimiques qui comportent un métal ou un matériau. Ok. Ce que vous voyez là, c'est une éprouvette qui a été préparée afin d'être utilisée pour la détermination des éléments chimiques qui comportent ces métals. Ça veut dire que c'était venu sous forme d'une coulée de moulage qui ceci sera coupé sur la scieuse. Après cela, ça sera acheminé vers l'opérateur de la fraiseuse qui va enlever toute matière impure afin de rendre la pièce prête pour les tests chimiques. Et voici là, il est en train de le faire. Une fois terminé, il va acheminer ceci vers les labos, là où je me trouve en ce moment en train de... Mais juste ce qu'on pense, parce qu'on considère que le matériau, le métal qui a été amené ici est homogène. Homogénique, quand on parle de l'homogénéité, c'est qu'on considère ça comme les matériaux sont les mêmes à tout point considéré du métal ou de ce qui a été livré. Voici. Donc cette machine que vous voyez ici est basée sur les principes de l'émission optique. Donc ça émet une émission en termes d'étincelles qui ceci implique l'énergie électrique donc en forme. Cette énergie électrique émet des étincelles. Ces étincelles essaient de brûler les matériaux et à partir des ions qui ont été brûlés, à partir des rayons qui viennent du matériau qui est brûlé, la machine ici est capable de déterminer la composition en carbone, en silicone, en zinc, en nickel, en chrome, tout ce que vous connaissez en chimie. Voici. Je vais maintenant essayer de déterminer les éléments qui comportent ces métals. Vous voyez là, maintenant Ok. Regardez maintenant ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Vous voyez là, ça là, c'est les étincelles qui viennent de là, qui brûlent maintenant notre métal. Par là, nous allons déterminer les compositions. Ok. Donc là, c'est en train de brûler. Et puis mon écran ici va m'aider à me donner ce qu'il y a comme résultat. Donc vous allez voir là, ça c'est le carbone, ça c'est le silicone, ça c'est les manganèses, ça c'est les phosphores, ça c'est le sulfure, ça c'est le chrome, ça c'est le molybdène, nickel, aluminium, cobalt, copper, cuivre. Ok. Et les autres. Ok. Mais non. Vous voyez là? Là c'est un exemple. Là c'est un exemple. Ok, là c'est un exemple de ce que la machine fait sur notre métal. Ça c'est un exemple. Je vais vous montrer quelque chose ici. Ça c'est ce qu'on appelle le CRM en anglais. CRM veut dire Certified Reference Material en anglais. Donc c'est un matériau de référence qui a un certificat donné avec un numéro qui lui a été accordé. Et les données ou bien les composants de ces matériaux sont universellement connus. Alors, il a pour but de se rassurer que la machine fonctionne encore normalement. Ce qui se passe, c'est que avant de poursuivre avec le test d'un matériau qui soit du bronze, du nickel, ainsi de suite, ainsi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les tests du CRM de la base appropriée, de la même base que les métals qui est donné en tant qu'éprouvette, et puis on se rassure que la machine opère normalement. Une fois que la machine opère normalement, alors on poursuit avec les tests ou encore. Maintenant, si notre machine n'arrive pas à le faire, ce qu'on fait, c'est qu'on amène soit un technicien qui doit être à mesure de reprogrammer notre machine. Par exemple, ici, il y a des techniciens qui peuvent le faire. Par exemple, moi, je peux reprogrammer notre machine, ou encore on peut, si cela me dépasse, si cela dépasse les gens qui sont ici, ou bien les ingénieurs qui sont ici. Mais non, on essaie de contacter les fabricants de la machine afin de reprogrammer la machine. Ok, là vous allez voir, je vais essayer de faire la vérification en 3 fois. 3 fois, pourquoi? Parce qu'on veut obtenir un résultat consistant. Pour obtenir un résultat consistant, donc on va prendre la moyenne des résultats que nous allons obtenir ici. Donc ça c'est le premier résultat que nous avons eu. Ça c'est le deuxième, on va obtenir le troisième. Et à partir de cela, on va obtenir la moyenne et déterminer si réellement c'est... Vous voyez là, ça c'est la première lecture. Les manganèses c'est 1,2%. La deuxième lecture 1,2%. Les silicones, la première lecture c'est 0,323%. La deuxième lecture c'est 0,305%. Ainsi de suite. Voici, nous avons notre troisième lecture. Et ainsi de suite. Vous devez savoir comment les choses se passent. C'est très important de savoir les compositions chimiques qui comportent un métal. Parce que ça dépend de là où le matériau sera utilisé. Par exemple, si on doit utiliser un matériau, par exemple pour la construction de bateaux, la construction de trains, la construction de ponts, ainsi de suite, on doit savoir
comment ces matériaux vont se comporter dans l'environnement où il va être utilisé. Parce qu'il y a certains éléments, certaines compositions où ces éléments sont là afin de garder le métal, par exemple, à être rouillé, ou bien le métal à être oxydé, ces histoires-là. Donc ça dépend de compositions chimiques. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'acier inoxydable, qu'on appelle en anglais stainless steel. L'acier inoxydable, c'est un métal qui est utilisé par exemple dans les endroits où il y a un grand risque de la corrosion. Comme il y a un grand risque de la corrosion, en utilisant l'acier inoxydable, l'acier inoxydable, ça prend du temps avant d'être attaqué par la corrosion. C'est très important de savoir les compositions chimiques. Alors, les compositions chimiques qui comportent, par exemple, l'acier inoxydable, c'est les chromes, les molybdènes, les nickel. C'est très important. Quand nous avons une grande quantité, un pourcentage de chrome, donc l'acier est moins oxydable. Voilà un peu. Donc, c'est très important de savoir ces choses. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Par exemple, le client viendra, ou bien quelqu'un qui veut faire la construction de quelque chose, il ne sait pas ce que comporte son métal, il vient vers un labo reconnu, par exemple, ça c'est un labo reconnu en termes de la certification, en termes du gouvernement, c'est que les autorités qui disent que non, ce labo est capable de poursuivre avec les tests. Alors, les messieurs en question, bien l'ingénieur en question, ou bien ceux-là qui ont les projets, ils viennent ici, ils amènent ça ici, et puis les techniciens ainsi que les ingénieurs de cette compagnie essayent de poursuivre avec les tests et puis donner les coups de sifflet, aux ingénieurs qui sont responsables du projet, à aller de l'avant avec le projet ou encore à chercher un autre métal capable de satisfaire aux conditions qu'ils veulent remplir dans leur projet, bien sûr. Donc, ça, des fois, ce qui se passe, c'est que par exemple, vous venez d'acheter quelque chose, vous venez d'acheter par exemple une machine qui est extrêmement coûteuse et voici qu'une des pièces de la machine se brise. Et maintenant, c'est que les responsables de la machine font, c'est qu'ils essaient de remplacer la pièce, soit en usinant une nouvelle pièce. Maintenant, de ces faits, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils veulent se rassurer que le matériau qui va être acheté pour l'usination de cette nouvelle pièce est le même matériau que celui qui était utilisé avant que celui-là, c'est lui qui était utilisé tous ces temps ici. Ok? Mais non, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rassurent en faisant les tests chimiques et à partir de là, ils peuvent dire, ok, par exemple, par rapport au pourcentage de carbone, le pourcentage en chrome, le pourcentage en manganèse, on peut déterminer ce que le matériau est. Si par exemple c'est les S355 ou S357, qui est un matériau britannique, quand c'est les matériaux par exemple SA105, qui est le matériau américain, et à partir de ces matériaux, on peut savoir si on doit acheter un autre matériau américain ou britannique afin de l'usiner pour remplacer la pièce qui a été brisée. C'est un peu ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour moi, je m'étais dit que c'était vraiment important que je puisse vous dire comment ça se passe. Nous allons un peu partir de l'autre côté. C'est sûr l'hypothèse que les matériaux est considéré être homogènes, que les tests chimiques c'est possible. Quand on parle de l'homogénéité, on considère que les composantes sont les mêmes à tout point du matériau, donc au point X, au point B, au point A, peu importe la grandeur du matériau ou bien la grandeur du métal qui a été fourni. Vous avez vu, je vous ai montré la partie du métal qui a été fournie. Ça peut être fourni sous forme des billettes, mais là, juste une partie qu'on amène ici pour poursuivre avec les tests. Par exemple, le responsable d'un four métallurgique peut fabriquer un métal par rapport à leurs attentes. Il veut se rassurer qu'il y a assez de chrome, assez de carbone, assez de silicone, assez de manganèse, ainsi de suite, assez de manganèse et de nickel, ainsi de suite. Vous voyez là, ça c'est un exemple du résultat qui a été obtenu. Ça, c'est un exemple du résultat qui a été obtenu. Donc, nous avons 0,152% de carbone, 0,701% de silicone, 0,428% de manganèse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obtenu 3 résultats. Et à partir de ces 1, 2, 3, 4 résultats. Et puis, ils ont pris la moyenne pour considérer comme les composants ou bien les composantes de ces matériaux, de ces métals. C'est comme ça que ça se passe. La raison pour laquelle ils font beaucoup d'essais en termes de résultats, c'est parce que ils veulent ou bien nous voulons obtenir un résultat consistant. Ça veut dire que sur le premier essai nous a donné 0,4% de carbone,
Nous attendons à ce que le deuxième essai puisse nous donner par exemple 0,38 ou bien 0,41% de carbone. C'est comme des échantillons en quelque sorte. Donc c'est comme ça que ça se passe. Comme je le disais en tant qu'ingénieur, c'est très important que vous sachiez comment les choses se passent, que vous sachiez comment est-ce que qu'est-ce que comporte le métal en termes de carbone, en termes de silicone, en termes de toutes ces choses, parce que vous savez, comme je l'avais dit, ça dépend de là où le métal va être utilisé. Ça peut être utilisé pour la construction des pompes, pour la construction de trains, pour la construction des barrages, et ainsi de suite. Et nous savons tous que ces genres de structures sont exposés à beaucoup de choses. Par exemple, si on doit utiliser quelque chose qui a... Ça veut dire que si ces métals doivent être utilisés, ça doit être utilisé dans des endroits où il y a un grand pourcentage de corrosion. Alors s'il y a un grand pourcentage de corrosion, on doit se rassurer que le métal qui est utilisé en ces lieux, dans cet environnement, a un grand pourcentage de carbone, un grand pourcentage de chrome, un grand pourcentage de nickel, de molybdène. C'est très important. Parce que une fois que le métal est attaqué par la corrosion, par les choses du genre, la roue et ainsi de suite, le métal ne sera plus en mesure d'opérer proprement, ça ne sera plus à mesure de faire son travail proprement. Alors, il faut se rassurer qu'il y a assez de composantes qui peuvent lutter contre ces genres d'attaques. Vraiment. Je vous ai montré comment le test a été poursuivi, ou bien comment le test a été fait. Je vous ai montré comment est-ce qu'on a usiné la machine, on a usiné l'éprouvette afin de la préparer pour les tests. Je vous ai montré ces choses, ça a été un plaisir pour moi de vous les montrer. Et en plus, je vais vous les demander, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, tâchez de vous abonner afin de ne rien rater. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne en termes d'ingénierie, en termes de technologie, en termes de sciences. Et je ne voudrais pas que vous ratiez cela. Et n'oubliez pas de partager si vous avez aimé ou bien si vous aimez les vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Et en tout cas, pour l'instant, je vous demanderai de prendre bien soin de vous. Et à la vidéo prochaine. Bye!